Wassim Nasr est avec nous, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour commenter cette actualité, ces événements et cette enquête qui progresse. Alors, la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, on a appris ce matin qu'un deuxième suspect était activement recherché. Certains des kamikazes ont été identifiés. Néanmoins, est-ce que là, on voit une sorte de scénario et de paysage, j'allais dire, qui se dessine? Est-ce que c'est le vrai visage de ce commando, de ce groupe, ou est-ce que c'est la partie émergée de l'iceberg? Quel est votre sentiment? À mon avis, c'est la partie émergée, parce que pour que une dizaine de terroristes puissent frapper à Paris le 13 novembre, et que ceux qui ont frappé à Bruxelles il y a quelques jours puissent frapper l'aéroport et une station de métro à quelques mètres de la Commission européenne, alors que Bruxelles était à un niveau d'alerte 3, oui, alors qu'Abdeslam était déjà arrêté depuis plusieurs jours, ça démontre qu'ils ont une capacité d'anticipation pour pouvoir frapper, pour rester, pour garder leur puissance de nuisance. Hein. Donc, même si c'est une cellule, elle a plusieurs branchements. Et même, c'est encore plus inquiétant pour moi que ce soit une seule et même cellule, bien connectée entre elles, et qu'on n'ait pu rien faire depuis le 13 novembre. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer de 5 types qui sont ensemble dans un appartement et qui partent un matin frapper dans un aéroport et dans le métro. C'est plutôt une espèce de constellation, j'allais dire. Bien sûr, il faut arrêter de les prendre pour des cons, excusez-moi. Ils ont bien préparé leur coup. Pour pouvoir frapper à Paris le 13 novembre, ils ont bien préparé leur coup. Pour pouvoir rester sous les radars 4 mois, ils ont bien préparé leur coup. Pour pouvoir frapper à l'aéroport et à une station de métro, alors qu'Abdeslam était arrêté depuis 5 jours, c'est qu'ils ont bien préparé leur coup. L'avocat d'Abdeslam a dit qu'il coopérait. Ce matin, on a su qu'il coopérait plus. Mais même s'il coopérait, peut-être qu'il n'avait pas toutes les informations concernant ce qui allait se passer. Et la fabrication d'explosifs, donc du TATP, elle ne se fait pas en 2 heures. Donc ils avaient bien préparé, ils savaient quoi faire. Et mine de rien, ils sont restés quand même dans leur ville, dans leur quartier, avec une capacité de rester sous les radars. Ce qui fait que quand même, ils ont quand même anticipé leur coup, ils ont su comment faire pour garder leur capacité, encore une fois, de nuisance. Il ne serait pas seulement 5, donc, pour ce qui est des attentats de Bruxelles, mais combien ? Ah ben ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas, une boule de cristal, mais on peut imaginer que pour que plus d'une quinzaine aujourd'hui de terroristes entre Paris et Bruxelles puissent agir, qu'il y a au moins une logistique derrière d'autant de personnes, que ce soit pour les points de chute, pour les voitures, pour autre chose. On se pose beaucoup de questions, effectivement, sur la coïncidence du temps, l'arrestation d'Abdeslam et puis ces attentats. Pour l'instant, on est incapable de savoir si c'est absolument corrélé. On peut imaginer que ça a peut-être été un peu accéléré, oui, qu'ils ont eu peut-être peur d'être attrapés. Non, je dirais, ce que je dis depuis le premier jour, c'est que ça pourrait être accéléré, ça aurait pu être accéléré par l'arrestation d'Abdeslam, mais ça ne peut pas être préparé du jour au lendemain. Mais la peur, ce n'est pas la peur de se faire arrêter. La peur, c'est la peur de ne pas pouvoir commettre leurs attentats. C'est ça qu'il faut dire. Ils n'avaient pas peur d'aller en prison. Partent pour mourir. Exactement. Ils n'avaient pas peur d'aller en prison. Ils avaient peur de ne pas pouvoir accomplir leurs actes terroristes. Marie. Oui, très vite, juste après l'arrestation d'Abdeslam, les enquêteurs ont dit qu'il avait plus ou moins déclaré qu'il préparait quelque chose en Belgique. Et on se demandait si l'arrestation d'Abdeslam, finalement, est-ce que c'était pas comme une espèce de stratégie, c'est-à-dire que, en fait, l'arrestation d'Abdeslam monopolisait l'attention des enquêteurs et pendant ce temps-là, les autres continuaient sur une autre cible, préparaient autre chose, etc. En tout cas, parce qu'il n'a pas collaboré, il n'a rien dit. En tout cas, quoi qu'il arrive, encore une fois, ils ont pu monter ces opérations malgré le 13 novembre, malgré le niveau d'alerte élevé à Bruxelles et malgré toutes les descentes de police et toutes les arrestations qu'il y a eu pendant plus de 4 mois et qui se sont encore plus accélérées depuis l'arrestation d'Abdeslam. Donc ils ont anticipé qu'Abdeslam ou un autre soit arrêté et de ce fait pouvoir continuer et pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Alors, l'artificier maintenant, celui qu'on présente comme l'artificier, Najim Lachraoui, est-ce que c'est commun qu'un type qui est plutôt spécialiste des explosifs devienne kamikaze? Ce n'est pas commun, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, parce qu'en général, un artificier, c'est quelqu'un de précieux. Mais moi, je peux vous dire que Lachraoui n'était pas que l'artificier. Donc, même s'il était l'artificier des gilets explosifs à Paris et ceux de Bruxelles, parce qu'on a trouvé ses empreintes, mais on n'en a pas la certitude
encore, il avait un rôle plus important. C'est-à-dire? Je pense qu'il avait un rôle plus important et je pense en tout cas que les autorités françaises seraient bien contentes de confirmer sa mort. Lachraoui est le seul, a priori, qui a été dans les rangs de l'État islamique et qui avait un certain rôle en Syrie et qui est revenu. Donc on est à l'équivalent d'Abaoud au moins. Ce n'est pas Abdeslam qui n'a jamais été là-bas et qui est pour moi, en tout cas, avec les informations que j'ai, qui n'est pas plus qu'une petite main de ce qui s'est passé, alors qu'Abaoud était le logisticien ou le coordinateur de ce qui s'est passé. Lachraoui, à mon sens, avait un rôle équivalent, voire plus important. Une question sur les deux frères qui ont été identifiés. El Bakraoui, deux frères encore, ça fait penser bien sûr au frère Kouachi, au frère Abdeslam. Il y a une vraie logique derrière tout ça? Comment vous moi, j'ai l'interprétez? une fâcheuse tendance à essayer de démystifier un peu tout ça. Les fratries, c'est commun, dans le licite et dans l'illicite. On a des frères qui montent des entreprises, des frères qui rentrent dans les mafias, des frères qui rentrent en politique, il y a même les frères Kennedy. Donc la confiance entre deux frères dans les relations humaines, elle est beaucoup plus importante qu'une confiance avec un inconnu ou même avec un ami. Ce qui fait qu'ils se motivent tous les deux et qu'ils vont au bout de leur acte, que ce soit dans le terrorisme, dans le crime ou même dans les bonnes choses, dans le licite. Dernière question. Quelle est la prochaine cible? Est-ce que maintenant que la France a été frappée, la Belgique, est-ce que l'Allemagne peut être une cible potentielle pour les djihadistes? Beaucoup le disent depuis quelques jours. Mais écoutez, l'Angleterre, l'Allemagne et tous les pays de la coalition sont des cibles potentielles pour les djihadistes. Et ce qui est à noter encore dans tout ça, c'est que aujourd'hui, l'État islamique ou Al-Qaïda avant lui avec les frères Kouachi, ils frappent les pays occidentaux avec des ressortissants occidentaux. Que les opérations sont montées ici même, les armes achetées ici, les ceintures fabriquées ici et toute la logistique, elle est bien là. Donc c'est ça qui est aujourd'hui à noter. Donc ils peuvent frapper n'importe quel pays dans lequel ils ont des combattants. Ça c'est une évidence aujourd'hui. Ça veut dire que le terrorisme aujourd'hui, il ne vient pas d'au-delà des mers. On a changé de paradigme. Donc aller frapper en Syrie, en Irak, ne va diminuer en rien leur capacité de frappe ici même en Europe. Et sur la temporalité, on voit novembre, mars, enfin, il y a un sens à tout ça ou c'est juste le temps qu'il faut pour préparer? Non, à mon avis, il y a un sens parce qu'il y a le temps de l'attentat et le temps de la propagande. Ouais. Donc ils ne vont pas faire deux attentats de suite comme ils font en Syrie, en Irak. C'est ça, oui, à 2 jours d'intervalle. Voilà, il faut laisser le temps pour des raisons techniques et pour des raisons aussi de communication toutes simples. Mais aussi, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand on voit ces images horribles, ici, à Paris ou à Bruxelles, eux, ils mettent dos à dos, en parallèle, ce que les citoyens européens voient ici avec ce que là-bas, il y a à Kaboul, à Raqqa, à Mossoul. Pour eux, ils veulent dire, voilà, la guerre qu'on impose et qu'on subit en Orient, on vous l'exporte maintenant en Occident et de surcroît avec vos propres ressortissants. Merci beaucoup, Wassim Nasr.